tout de suite sur Live TV. Bonsoir. Où en sommes-nous avec le dialogue politique en Côte d'Ivoire? Qu'en est-il de la cohésion sociale? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler durant cette émission. Pour traiter de ces questions, nous serons en compagnie de Geoffroy Kwao, il est juriste politologue et écrivain, et de Pulchérie Gbalé, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne ACI. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Le Live Talk se poursuit sur Live TV. Merci d'être toujours en notre compagnie. Place aux invités du Talk. Nous sommes en compagnie de Pulchérie Edith Gbalé, présidente d'Alternative citoyenne. Et puis nous rejoindra tout à l'heure Geoffroy Kwao. Pulchérie Gbalé, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. J'ai appris le prénom Edith. Donc du coup, Edith, voilà, je vais faire deux Edith. Tu me laisses la remarque. Exactement. Edith Pulchérie Gbalé, vous êtes en notre compagnie, vous êtes sur ce plateau. Avec vous, nous allons, donc nous disions en intro, aborder des questions donc au sein du dialogue social, et la cohésion, le dialogue politique, la cohésion sociale. Parce que évidemment, certains ont appelé ce dialogue-là à être un dialogue social plutôt que d'être un dialogue politique. On aura l'occasion d'en parler. Reprise du dialogue politique inter-ivoirien. Tout de suite, comment vous appréciez la reprise de ce dialogue-là déjà, Edith? Non, c'est une très très bonne chose. C'était nécessaire parce qu'il y avait une panne dans le dialogue politique et c'est vraiment une bonne chose, une très bonne chose. Seulement, ça a été très mal amorcé. Voilà, donc c'est ça que je voulais tout de suite vous amener à nous dire, c'est que pourquoi vous pensez que, vous l'avez dit vous-même, que dans la façon dont c'est constitué, il y a déjà les germes même de son échec. Absolument. Pourquoi vous dites ça? Non, je le dis parce que nous savons tous toutes les crises que nous avons traversées et nous faisons partie de ceux qui pensent que toutes les solutions devraient être inclusives. Et l'inclusivité nécessite évidemment la présence de tous les acteurs, ce qui n'est pas le cas dans ce dialogue. Donc c'est déjà très mal parti pour réussir. Est-ce que vous pensez que, bon là c'est pas, après c'est une réflexion, hein, est-ce que ce dialogue politique a les mêmes intentions que le dialogue social que vous voulez initier? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Parce que pour ce que j'ai pu voir dans les discussions, en tout cas les thèmes qui sont retenus, à 90%, c'est autour des accords, autour de l'élection présidentielle le conseil électoral. Donc, est-ce que vous avez les mêmes visions, le même but? Apparemment, non. D'abord, nous, ce n'est pas un dialogue social que nous avons initié. C'est également un dialogue politique parce que pour nous, en réalité, tout est politique. Il n'y a rien qui ne soit pas politique. Seulement, il faut mettre toutes les dimensions du politique, dont le social. Parce que c'est le politique qui détermine aussi le social. De quelle manière? Et donc, de quelle manière? Non, mais par les décisions. C'est pour cela qu'on parle de volonté politique dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est le politique qui détermine tout. C'est le politique qui définit tout. Et donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas la même chose. Nous, on a initié un programme inclusif pour la réconciliation parce que nous estimons que les politiciens, tous, gouvernement comme opposition, ont démissionné vis-à-vis de la réconciliation. Tout le monde parle de réconciliation, mais personne ne pose les actes qu'il faut pour qu'on y aille réellement. Très bien. Et donc... Terminé. Et donc nous avons initié ce programme-là pour pouvoir prendre nos responsabilités en notre qualité de société civile pour obliger la réconciliation à se faire. Très bien. Pulchérie Gbalé, tout à l'heure, lorsque vous parliez, vous avez évoqué le fait que tout le monde n'a pas été invité. Quand vous parlez de tout le monde, aujourd'hui, qui voyez-vous dans ce tout le monde-là qui devrait ou qui aurait dû être invité à ce dialogue politique? Nous pensons que toutes les parties qui étaient en conflit précédemment devraient être présentes si on veut que les résultats soient véritablement consensuels et acceptés de tous. Alors, il y a le président Charles Blé Goudé qui n'est pas encore entré, son parti est sur le terrain, mais on ne les a pas invités, ce qui n'est pas normal, alors qu'ils ont eux aussi des partisans, parce que quand on parle de réconciliation, il s'agit des partisans de toutes les parties
qui étaient en conflit. Quelles sont les raisons qui ont été données pour si... ça? Quelles sont les raisons qui ont été données par... Non, ça c'est eux qui peuvent vous répondre. Nous, on constate seulement que le COJEP n'est pas là, que les sororistes ne sont pas là. Au niveau de la société civile, nous qui sommes engagés, nous ne sommes pas là. Vous avez demandé, mais on ne vous a pas répondu. On a demandé. Oui, quand j'ai su que les invitations avaient été lancées, parce que nous ne sommes pas du genre à nous laisser faire. On a écrit. On a écrit, on n'a pas eu de réponse. Malgré cela, on a participé également au choix des thèmes. On n'a pas eu de réponse, mais on suit le processus. Vous avez participé au choix des thèmes comment? Non, on a écrit aussi. Vous avez écrit. Pour soumettre nos propositions. Donc, il n'en demeure pas moins que, voilà, vous pouvez, le canal, je veux dire, de contact entre vous et les autorités n'est pas fermé. Donc, vous pouvez continuer d'écrire, mais en plus, la question que je me pose, je veux dire que le PDCI peut parler en votre nom ou pas? Non, pourquoi le PDCI parlerait en notre nom? Non, je veux dire, parce que je pense, de mon point de vue, qu'il serait quand même très compliqué d'avoir un dialogue où toute la société civile ivoirienne serait représentée. On ne parle pas de toute la société civile, on parle de la société civile qui s'exprime et qui est sur le terrain. Et celle-là, on la connaît et nous en faisons partie. Sinon, c'est évident qu'on ne peut pas inviter toute la société civile. Voilà, donc c'est pour ça que... Maintenant, si quelqu'un devrait parler à notre place, ça ne devrait pas être un parti politique. Non, c'est un exemple que je prends. Par exemple, Boga Sako Gervais, il y est, par exemple. Oui, on communique avec Boga. Maintenant, est-ce qu'il défend vraiment ce que nous voulons là-bas? Nous ne sommes pas là-bas. Donc c'est pour ça que c'est à vous, enfin, quand je dis à vous, c'est à ce moment-là que, étant donné que le dialogue politique, tout cela part d'une bonne intention, c'est-à-dire comment on peut se parler sans tant que le pays... Non, ça part d'une bonne intention apparente. Bonne intention. Après, je vais vous poser la question. Oui. Je dis tout ça part d'une bonne intention. Oui. C'est de se parler. A priori. A priori, c'est de se parler. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, je me pose la question, pourquoi vous ne parleriez pas avec Dr Sako Gervais pour que, justement, il puisse porter vos préoccupations au cours de ce rendez-vous? Je parle avec lui, mais on est mieux représenté que par soi-même. Hein. Donc finalement, les résultats prouvent qu'on n'a pas pris en compte ce que nous voulions. Donc finalement, le problème, c'est que votre organisation, c'est justement parce que uniquement votre organisation n'est pas présente à ce dialogue politique. Non, pas du tout. J'ai pas dit. On a cité des noms tout à l'heure. Oui, non, oui, bien sûr. Il ne s'agit pas que de nous, au plan des... Il y a 21 formations politiques et de la société civile qui sont présentes. Il y a 26 formations de la société civile. Oui. Voilà. Très bien. Mais toutes les organisations... Le COJEP n'est pas présent. Les sororistes ne sont pas présents. Vincent Tobi n'est pas présent. Oui, Vincent Tobi qu'on a reçu. Vincent Tobi qu'on a reçu ici hier nous avait dit, pour lui, c'était pas ça qui était important d'être présent ou pas. Non, ce qui était important, comme vous le citiez, il disait, et puis je sais pas si... il est sur le terrain. Et justement, il disait que ce qui était important, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec sa démarche ou pas, ce qui était important aujourd'hui, c'était le canal par lequel il arrivait à véhiculer un message, même si physiquement, il n'était pas présent. Et c'est ça, je voudrais rebondir, parce qu'au final, on parle de réconciliation nationale, de volonté de réconciliation nationale. On a parlé également de but de ce dialogue politique qui tourne principalement autour de la CEI, du consensus autour de la CEI. Mais finalement, la réconciliation sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui doivent se réconcilier entre eux, discuter entre eux. Et le travail de la société civile, c'est de permettre cet échange, cette discussion, ces rencontres. Donc, peut-être au lieu de frapper à la porte de ce dialogue politique auquel peut-être que tout le monde n'est pas le bienvenu, pourquoi ne pas, au travers des actions que vous menez au quotidien, auprès des populations, renforcer ces discussions, renforcer ces échanges avec les Ivoiriens pour créer cette réconciliation nationale? Vous n'avez pas forcément besoin d'être présente à cette table. On n'a pas dit d'être sur le terrain et simplement parler aux Ivoiriens. Non, ça vient du cœur des Ivoiriens, tout simplement. On n'a jamais dit que c'était essentiel que nous soyons à ce dialogue pour que la réconciliation se fasse ou pour que nous prenions nous-mêmes des initiatives. Nous les prenons déjà. Seulement, ce dialogue-là, il est national, il est important. Ses résultats devraient être déterminants pour nous tous. C'est pour cela qu'il est important aussi que tous les principaux acteurs puissent y participer pour apporter leur contribution. Maintenant, quand ce n'est pas le cas et qu'on écrit, on aurait voulu que dans les résultats qu'on nous présente, cela se reflète. C'est ça le problème. Donc à la limite, peut-être que la possibilité de rendre ce dialogue politique accessible à tous, donc les discussions, je en parlerai, retransmises en direct, pour que les populations également puissent voir ce qui se dit en direct, ça serait une possibilité aussi, même si vous n'êtes pas présent à la table. C'est une possibilité, mais je ne crois pas que les gens veuillent cela. Je ne crois pas cela. Ils ont certainement des choses à cacher. C'est pour cela, d'ailleurs, paraît-il, que les politiques ne veulent pas qu'on les mette avec la société civile pour discuter, alors qu'ils vont discuter des mêmes thèmes. S'ils étaient ensemble, moi je pense que ce serait plus constructif, puisque les arguments seront plus variés, et puis bon, il sortirait forcément
des choses plus consensuelles. Qu'est-ce qu'ils auraient à cacher? Bon, ça c'est eux qui peuvent répondre. Ah, mais c'est vous qui avez dit surtout. Ben oui, mais c'est ce qui est ressorti de ce qu'on apprend du dialogue. Mais ce qui est important, c'est quels sont les objectifs de ce dialogue. Très bien, donc là, laissez-moi vous prendre au mot. Justement, vous, qu'est-ce que vous attendez d'un tel dialogue? Vous auriez dit quoi si vous étiez au cœur de ce dialogue? Si vous étiez à l'intérieur, c'était quoi vos sujets que vous porteriez justement? Bon, à partir du moment où celui-ci n'est pas thématique comme les autres, pour les autres, on a dit dialogue sur la CEI, dialogue sur ceci, sur cela, là, il est ouvert. Très bien. Pour nous, la priorité devrait être la réconciliation. La réconciliation qui est vraiment vaste, parce que tout ce qu'ils ont cité dedans, là, ça entre dans le cadre de la réconciliation. Très bien. L'apaisement du climat socio-politique, les conditions pour les élections, mais aussi la résolution de tous les problèmes socio-économiques qui sont source de conflits. Ah. Voilà. Alors que vaste, sur les 81 thèmes qui ont été soumis à leur appréciation, ils en ont retenu d'après eux 17, mais qui se résument en 3 points. Les conditions pour les élections, l'apaisement du climat et puis la réconciliation qu'ils ont limité seulement à 2 points, notamment le retour des exilés et l'indemnisation des victimes. C'est pas à ça que la réconciliation se résume. Dans tous les cas, dans tout ce qui a été cité là, on ne voit pas transparaître les autres aspects. Ce seraient lesquels, ces autres aspects? Les autres aspects, c'est tous les problèmes socio-économiques qui minent nos sociétés. Il y a des problèmes fonciers, il y a des problèmes d'orpaillage, il y a plein de problèmes sur le terrain qui divisent les populations, qui doivent entrer dans le cadre de la réconciliation. Mais justement, moi, c'est là où je suis un peu surpris par votre réaction et votre demande. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses de, j'allais dire, de la justice classique, c'est pas une justice spéciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi j'ai un problème foncier avec M. Tartampion, bon, j'ai pas besoin d'un dialogue politique pour que ça se règle. C'est pas des problèmes fonciers entre individus. Non, non, je viens. Okay. Je vous dis, vous allez me le dire. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. La question des fonciers, en quoi est-ce que cela serait un problème national, sachant que la justice, tous les jours, intervient pour régler les différends entre des personnes? Pourquoi ce problème que vous soulignez là, vous, selon vous, devrait faire partie justement d'un tel dialogue? Pourquoi? Il devrait faire partie d'un tel dialogue parce que vous savez certainement que dans des zones comme à l'ouest, il y a d'importants conflits fonciers qui ont même été exacerbés avec la guerre et tout ça, qui existent toujours, qui ne sont pas encore résolus. Il y a des problèmes de l'orpaillage, tout ça aussi c'est le foncier, parce que c'est sur des terres que l'orpaillage s'exerce. Et puis bon, on croit savoir que c'est beaucoup plus les étrangers qui pratiquent cela. Ensuite, même au niveau urbain, il y a beaucoup de problèmes d'expropriation. Et donc, toutes ces questions-là sont des bombes à retardement pour la paix sociale. Donc, ça devait entrer dans tout ce qui parle ou a trait à la réconciliation. Mais au final si vous n'êtes pas associé à la table de discussion donc, de ce dialogue politique, si malgré vos différents appels au gouvernement, vous n'y êtes pas associé, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez continuer à taper à la porte ou est-ce que vous allez vous-même, par vos actions, continuer à dialoguer avec les populations directement? Nous, si vous n'êtes pas écouté. On tapait à la porte au moment où on pensait que les gens étaient de bonne foi. Maintenant, on constate, avec tous les biais qu'il y a, que c'est un dialogue qui est voué à l'échec. Donc nous, on ne fera plus à la porte. Pourquoi vous êtes pessimiste? On fait des critiques. Je ne suis pas pessimiste, ce sont des réalités. Le dialogue n'est pas inclusif, c'est le premier problème. Très bien. Tout le monde ne participe pas. Donc déjà, les résultats ne présagent rien de bon. Les thèmes qui ont été retenus ne sont pas complets. Et dans la forme même, il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a que le gouvernement qui convoque pour ce dialogue sans que les autres... Terminé, Madame Ballet, parce que j'ai une question sans que les autres... Non, allez-y. Sans que les autres... Non, je veux rebondir là-dessus, Brice, pardonnez-moi. Parce qu'on était sur un sujet avant que Edith ne revienne à la question de la porte qu'on frappe. Je dis quand même, vous savez que vous et moi, vous vous rappelez, on a un vrai différent sur la question du rôle de la société civile. D'accord. Moi, tout à l'heure, vous avez dit des choses très intéressantes, je trouve. Qu'il y a des problèmes d'orpaillage, des problèmes de foncier, etc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous, en tant que société civile, au lieu justement de nous permettre à nous autres, donc nous autres, les autres de nos concitoyens, de comprendre le fondement de ces problèmes, vous les soulevez comme un problème communautaire. Alors que ce n'est pas toujours un problème communautaire. Je vais vous entendre là-dessus. Parce qu'un problème d'orpaillage, c'est quoi? Moi, je m'appelle M. Paul. Je suis à Boisflé.
D'accord, à Bébessou, c'est une zone aurifère. Il y a un monsieur qui s'appelle Simon qui vient, il occupe ma terre. Il n'occupe pas la terre de tout le village. Il occupe la terre de monsieur Paul. Donc, ce n'est pas un problème communautaire. Donc, c'est un problème qui frustre quelqu'un. On est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand la société civile, qui peut nous aider à dire, n'en faites pas un problème de fracture sociale. La justice est sans doute là pour régler ces problèmes. Ne le fait pas. Moi, je suis inquiet parce que je dis, dans ce cas, vous sortez de votre rôle. Parce que votre rôle, c'est de dire, c'est d'attirer l'attention pour dire, il faut que la justice puisse dédommager correctement M. Paul, qui lui subit justement des dommages parce qu'il y a un tel qui occupe son terrain. Sauf qu'à vous entendre, j'ai bien peur que vous sortez de votre rôle et que du coup, vous rentriez dans la fonction un peu politique qui est l'instrumentalisation des problèmes qui existent dans toute société. Et là, j'ai peur que vous soyez, et là encore c'est un mode différent, que vous ne soyez pas dans votre rôle. Très bien, on a compris votre peur. On va permettre à madame de répondre. D'accord, merci. Bon, moi je pense que vous n'êtes pas très informé de notre rôle. Très bien. Parce que la société civile a un rôle de contrôle de l'action publique. L'action publique s'étend à tous les domaines. Très bien. Les domaines purement politiques comme les domaines sociaux. Maintenant, pour revenir à la question de l'orpaillage que vous avez évoqué tout à l'heure, quand Paul permet que X vienne exploiter son terrain, il faudrait que le terrain là, que Paul a donné à X soit avec l'accord de la famille. Par exemple, oui. Voilà, ça c'est pas évident. Il y a des personnes qui se permettent de contracter avec d'autres sans avoir l'accord de la famille. Ça crée des problèmes. Et quand on veut le régler au niveau local, ce n'est pas toutes les questions qu'on envoie à la justice. Après, ça crée d'autres problèmes. Et il y a beaucoup de cas de figure. Tout dépend de comment les gens ont fait les contrats. Et il arrive même que ceux qui contractent aillent au-delà de ce qui leur avait été accordé. Maintenant, est-ce que Paul est conscient de ses droits? Est-ce que Paul sait comment on gère tout ça? Bon, il faut que la société civile ait les moyens d'aller sur le terrain pour régler toutes ces situations, mais vous conviendrez avec moi que quand on n'est pas subventionné, on est à Abidjan, on a déjà des déguerpis de façon abusive à gérer. Il faut trouver encore les moyens d'aller à l'intérieur, ce n'est pas évident. Heureusement, il y a beaucoup d'organisations. Heureusement. Heureusement, voilà. Donc, normalement, d'autres organisations pourraient aussi s'en charger. Parce que le problème, c'est qu'au niveau de la société civile, tout le monde n'a pas un problème d'organisation même d'aborder les questions politiques. Voilà. Et c'est pour cela que nous, on met aussi l'accent dessus. Donc il y a un problème d'organisation même de la société civile en fait. Oui, mais la société civile elle-même là ne connaît pas son rôle en général. Bon. Là par exemple, il y a certaines organisations même qui nous condamnent quand nous on parle de politique, ne sachant pas qu'elles devraient elles mais est-ce que c'est pas parce que la société civile même en général est finalement instrumentalisée à des faits politiques? Bon, d'où ce manque de confiance même des populations parfois. Moi je sais que ACI n'est pas instrumentalisé. Est-ce que les autres le sont? Je n'en sais rien. Mais c'est la vérité. Je n'en sais rien si les autres sont instrumentalisés. Mais ce que je sais, c'est que la société civile a besoin elle-même d'être instruite sur son rôle pour mieux prendre ses responsabilités. Elle est trop amorphe. Pulchérie, Edith Balé, on marque une pause avant de recevoir notre prochain invité. À tout de suite. Ok. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Et nous a rejoint Geoffroy Kwao, je rappelle, qui est juriste, politologue et écrivain. Bonsoir Geoffroy, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous. Pulchérie Balé, alors pendant la pause, j'ai eu le temps de me poser une question et de revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de ce que vous estimez être un dialogue mal parti parce que n'étant pas inclusif. Alors justement, je me dis, à ce dialogue-là, en ce moment, dans sa mouture actuelle, il y a les membres du gouvernement, il y a des partis d'opposition, il y a des membres des organisations de la société civile. Alors toutes ces personnes-là, intelligentes je suppose, ne se disent pas « Ah tiens, c'est mal parti ». Et Pulchérie Balé, elle toute seule, dit à ces personnes-là, votre dialogue-là, il est mal parti. Quand vous discutez avec ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vous disent? En temps normal, elles vous disent, bah, vous avez certainement raison, nous on ne va pas participer à ce dialogue-là parce qu'il est vraiment mal parti. Mais ces personnes-là, ils sont quand même. Quel est l'échange que vous avez avec ces personnes-là globalement? Bon... Parce que c'est comme si vous êtes la seule à dire c'est mal parti. Eux, ils sont là-bas, ils se disent, bon, ça va marcher. Non, 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 ils savent que c'est mal parti. Mais ces personnes-là ont eu une expérience amère de la politique de la chaise vide. Donc, elles ne veulent plus de cela. Donc, elles y vont quand même. Mais sinon, elles savent que c'est mal parti. Hein.
Elle joue le jeu, si on peut dire ainsi. Geoffroy Kwao, vous venez de nous rejoindre, donc c'était juste pour relancer Pulchéry sur son point de vue. Vous pensez que ce dialogue, il est mal parti? Je pense que l'initiative est bonne. La méthodologie l'est moins. Voilà. En ce sens que le dialogue politique est le résultat d'une fracture politique, d'une fracture sociale. Qu'est-ce qui crée les problèmes en Côte d'Ivoire depuis 3 décennies? C'est essentiellement et principalement l'élection du président de la République. Merci, je veux vraiment l'arrêter là. Voici pourquoi je ne comprends pas jusque-là, j'allais dire le propos de Pulchéry Balé. Parce qu'il ne faut pas être dupe dans ce pays. Notre problème, on le sait, c'est la mère de toutes les élections qui créent problème dans ce pays. Ce sont les élections présidentielles. Donc, je ne comprends pas comment Pulchéry Balé va nous faire comprendre que sa présence dans un conclave qui ne concerne nullement les problèmes sociaux des Ivoiriens, oui, devrait finalement arranger le dialogue politique qui est de toute façon entre les politiques. Non, mais le problème de Pulchéry Balé, il est simple. Elle n'est pas obligée de penser comme les autres. Et donc, c'est vrai que les élections sont un problème important. Mais Pulchéry Balé réfléchit dans le cadre de la réconciliation, qui va au-delà de la résolution des problèmes uniquement liés aux élections. Il y a d'autres problèmes qui sont sources de conflits, qui sont exacerbés par les élections, qu'il faut également régler. C'est ce que nous disons. Mais c'est pour ça que je veux revenir encore. Donc c'est là le rapport entre ce que nous disons. Et donc, ce dialogue politique, même s'il est appelé politique, ne devrait pas que parler du politique et des élections. Il devrait aussi intégrer des questions sociales importantes qui ont un impact sur la cohésion sociale. Et c'est ce que nous disons. Geoffroy. Oui, Pulchéry a totalement raison, en ce sens qu'on a une méprise de la notion de politique en Côte d'Ivoire. La politique, c'est ce qui intéresse tout le monde. Le sport est politique, l'économie est politique, le social est politique. Tout est politique. Et dans toute société, il y a 3 grands acteurs politiques. Il y a ce qu'on appelle les acteurs partisans, qui font de la politique dans le cadre d'un parti politique, avec pour objectif essentiel, principal, primordial, la prise et l'exercice du pouvoir étatique ou local. Ensuite, on a les acteurs sociaux, par exemple la société civile, qui ont pour objectif non pas la prise et l'exercice du pouvoir, mais influencer le pouvoir ou l'exercice du pouvoir. Contrôler la gouvernance. Contrôler la gouvernance dans leur intérêt ou dans l'intérêt général. Et enfin, les acteurs idéologiques, c'est-à-dire les intellectuels, qui apportent la réflexion en tant que support d'analyse, de pratiques politiques et autres. Et c'est pour cela que quand on parle de politique en Occident, vous voyez très bien, lorsque M. Macron veut prendre des décisions, il invite non seulement les acteurs partisans comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et autres, mais aussi les acteurs sociaux comme les syndicats, la CGT et autres, mais aussi les intellectuels, comme les Finkielkraut, comme les Jacques Attali et autres. Mais chez nous, on pense que la politique se résume seulement aux acteurs partisans et étatiques, d'où l'absence et l'exclusion des autres. C'est une mauvaise manière, c'est une mauvaise approche. Selon vous, par exemple, qu'est-ce qu'on a expliqué pour pouvoir bien vous comprendre, pour adapter ce que vous avez dit tout à l'heure au contexte ivoirien? Dans tous les cas de figure, le dialogue se doit d'être inclusif. Et je pense que lors de la réception symbolique à la maison de la présidence, à l'occasion de la présentation des vœux, certaines autorités l'ont bien résumé. Le dialogue politique national ne peut être efficace que lorsqu'il est inclusif. C'est-à-dire permettre la participation de tous ceux qui occupent l'espace public. Je suis personnellement gêné de ne pas voir, par exemple, Pulchéry Balé à cette rencontre. Très bien. De ne pas voir, par exemple, le préfet Vincent Tobi à cette rencontre. De ne pas voir, par exemple, l'OIDH à cette rencontre. De ne pas voir, par exemple, les partisans de Sorodium, de Blé-Goudé et autres à cette rencontre. Autrement dit, ce n'est plus un dialogue politique, ce n'est plus un dialogue national, c'est un dialogue purement exclusif entre des gens qui pensent avoir des contentieux à régler.
Des arrangements à faire. Mais quand je dis arrangement à faire, je reviens encore sur le contenu de ce dialogue, donc les thématiques qui sont abordées, où on a dit principalement que le point d'achoppement, c'est le code électoral, c'est la CEI, ce sont les élections, parce que tout se résume aux élections. Vous avez voulu citer les thématiques sociales qui peuvent ou qui seront certainement abordées. On parle de réconciliation nationale parce que ça également c'est le point d'achoppement. Mais ce n'est pas les hommes politiques qui vont réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens certainement ont cette capacité de pouvoir eux-mêmes réfléchir aux décisions qu'ils prennent sans l'influence des hommes politiques. Donc vous, votre rôle en tant que société civile, c'est de pouvoir entamer ce débat en dehors de ces discussions. En tout cas, moi, je considère que des discussions d'arrangement entre hommes politiques sur des points d'accord qu'ils ont entre eux, parce qu'ils se connaissent tous depuis de nombreuses années, depuis plus de 30 ans pour la plupart. Ils défendent des relations qu'ils ont entre eux. Mais vous, la société civile, votre travail, c'est de pouvoir créer cette culture politique auprès des Ivoiriens. C'est-à-dire expliquer aux Ivoiriens qui n'ont pas, ce n'est pas les hommes politiques qui vont décider à leur place, qu'ils ont la capacité de ne pas se laisser instrumentaliser et sortir dans la rue pour se détruire entre eux. La réconciliation doit venir des actions que vous menez auprès des populations. Si, voilà. Nous l'avons très bien compris. Dans ce dialogue politique que vous allez avoir gain de cause. Nous l'avons très bien compris. C'est pour cela que nous avons élaboré notre programme. Et déjà, à partir du 12 février, nous serons à Niamey, ainsi de suite. Nous allons aller partout pour sensibiliser sur la réconciliation, mais surtout faire aussi une cartographie des conflits. Et ensuite, organiser un atelier de la société civile qui va faire ses propositions pour la réconciliation. Mais pour revenir à ce que vous dites, notre rôle aussi, c'est d'exposer l'hypocrisie des politiques. Parce que les gens font comme si on partait de rien. Normalement, à ce dialogue-là, on devait avoir des préalables. S'il est vrai qu'on veut vraiment travailler à l'apaisement du climat sociopolitique, comme ils l'ont mis eux-mêmes, ils l'ont inscrit eux-mêmes dans les points là, il y a lieu de poser des actes forts. Parce qu'il faut recréer la confiance entre les Ivoiriens. Et ça, ce n'est pas la société civile qui va le faire. Il faut que le chef de l'État prenne certaines décisions. Il faut qu'on libère, par exemple, les prisonniers politiques. On dit hypocritement qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, mais c'est faux. Ceux de 2011 qui sont là-bas, est-ce que c'est normal que des pères de famille soient en prison depuis 2011 alors que ce sont des gens qui ont travaillé pour le président Gbagbo qui a quitté, qui ont travaillé pour la première dame qui a quitté, qui ont travaillé pour un chef d'état-major qui est même nommé je ne sais où, des ministres de la Défense qui sont en liberté et c'est ceux qui leur ont obéi là qui sont en prison. Vous croyez que les parents de ces gens-là sont disposés à la réconciliation? Il faut aussi... Est-ce que ces sujets-là ne seront pas abordés à ce fameux politique? Non, ils ont abordé, mais ce n'est pas la première fois, justement. Déjà, dans l'avant-dernier dialogue, quel processus? L'avant-dernier dialogue, dans l'avant-dernier dialogue sur les fameuses législatives, ils ont promis à l'opposition qu'on libérerait les prisonniers politiques. Les législatives se sont bien passées, on ne les a pas libérées. On a libéré une partie, les autres sont encore là-bas. Oui, mais ça ne doit pas être partiel. Non. Ça ne doit pas être partiel. Et il y a trop d'injustice. Regardez par exemple, je le décriais dans mon direct de ce matin. Vous avez quelqu'un comme le drone, Serge Kofi le drone, qui a été arrêté. On fouille dans son téléphone, on arrête certains de ses contacts. Après, on le libère le 6 août 2021. Et ceux qu'on a pris par rapport à lui, là, certains sont encore là-bas. Est-ce que c'est normal? Oui, mais attendez, vraiment, je vous ai entendu. C'est pour ça que je dis, pour moi, votre combat, je trouve que c'est un très bon combat, mais qui, de mon point de vue, est quelque peu dévoyé par les engagements que vous prenez. Pourquoi je dis ça? Il y a le fait que vous dénoncez. Moi, je trouve aussi que c'est pas normal. Oui. Mais mon rôle, ce n'est pas d'être dans un conclave comme celui-là. C'est ma place, sans doute, enfin, je vais me poser la question, c'est sans doute d'être sur un autre terrain, c'est là où je suis en désaccord avec vous. Moi, je pense que tout est politique, effectivement, mais tous les acteurs ne sont pas sur les mêmes arènes politiques. C'est ça ma préoccupation que je veux vous poser. Est-ce que vous partagez... Est-ce que vous partagez le point de vue d'André? Pour pas qu'on garde la parole. Bon, évidemment, c'est un point de vue qui est extrêmement respectable. Mais dans tous les cas de figure, si nous voulons aller à la réconciliation, nous devons être le plus objectivement possible dans une certaine dynamique. Je pense que le véritable problème de la Côte d'Ivoire, n'occultons pas les choses, c'est l'élection du président de la République. 1995, 2000, 2010, 2020.
nous vivons une sorte d'accalmie. Mais à l'approche de 2025, non, les élections locales et autres, ce sont des petits grappis. Il va encore avoir des problèmes. Ce dialogue politique doit avoir pour thématique principale le cadre juridique, le cadre institutionnel et le cadre opérationnel des élections de 2025. Si ce n'est pas le cas, ce serait un échec. Le véritable problème, est-ce qu'aujourd'hui, la question du troisième mandat est réglée et épuisée? Le quatrième mandat arrive. Voici la question inaugurale. Certes, le Conseil constitutionnel, juge des élections, a tranché. Mais le Conseil constitutionnel se trouve au confluent du droit et de la politique. La légalité supplante-t-elle la légitimité? Autrement dit, la volonté générale. Tous les Ivoiriens sont-ils convaincus par les hommes de droit? Est-ce que le droit en Côte d'Ivoire est droit ou tordu? Ce sont des questions inaugurales qu'il faut épuiser en dernière instance. Il faudrait donc que les uns et les autres comprennent que pour aller au dialogue, il faut une thématique principale qui n'est rien d'autre que l'élection du président de la République. Moi, je veux qu'on sorte d'ici. Hein. Je veux qu'on évolue dans ce débat, qu'on sorte d'ici et qu'on aille sur ce qui est factuel. Aujourd'hui, il y a un dialogue politique qui est en cours. Aujourd'hui, Pulchéry Balé, vous ne faites pas partie de ce dialogue-là. Qu'est-ce que vous pensez faire pour que la Côte d'Ivoire avance? Est-ce que parce que vous ne faites pas partie de ce dialogue-là, tout va s'arrêter, ou il n'y a plus d'autres solutions, ou vous pensez avoir d'autres solutions pour pouvoir, j'ai envie de dire, rattraper ce qui n'a pas été fait? Comment vous voyez la suite? Tout ne saurait s'arrêter. Tout ne saurait s'arrêter. Chaque acteur est en droit et même a un devoir de faire ce qui est de son ressort. Nous, on s'est plaint du dialogue parce que ce dialogue nous insulte. On aurait pu dire c'est un dialogue sur les élections. Là, c'est clair. Voilà. Et comme l'a dit notre politologue, on s'en tiendrait à l'analyse du cadre institutionnel, législatif et opérationnel, où il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à revoir. Mais on n'a pas donné de thème. On dit que c'est un dialogue politique tout court. Ça veut dire que c'est un fourre-tout. Et à partir du moment où la société civile aussi est invitée, nous sommes en droit de revendiquer d'y être. Très bien. La preuve, ceux qui y sont n'ont pas soutenu ce que nous voulions. Alors que nous sommes en droit de faire aussi des propositions pour notre pays. Mais cela ne nous empêche pas de le faire. Très bien, voilà pourquoi nous le faisons. Ce que vous n'y êtes pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on parle. On critique d'abord le dialogue, on fait nos propositions et on travaille sur le terrain à arriver à ce que nous voulions, et c'est ce que nous faisons. Très bien, donc à ce moment précis, je vais vous poser la question, parce que moi, j'ai vous entendu parler de réconciliation tout le temps. Oui. Moi, je n'y crois pas du tout. Vous allez peut-être m'expliquer ce que c'est. C'est quoi la réconciliation nationale, en fait? Moi, je veux comprendre. D'accord. C'est quoi la réconciliation nationale? La réconciliation nationale, c'est de créer les conditions pour que tout ce qui a été source de conflit soit réglé. Donc, tant par rapport au cadre électoral que par rapport au cadre socio-économique. C'est ça la réconciliation nationale. Donc pour nous, la réconciliation nationale, ce n'est pas un petit dialogue politique. C'est un programme. Un programme qui a plusieurs volets. Le volet politique, le volet social, le volet humanitaire, le volet économique. Et donc, c'est pour cela que nous disons que ça doit être inclusif. Que tous les acteurs s'asseyent autour de la table pour être sûrs de ne rien oublier, mais surtout pour trouver des solutions consensuelles que chacun va assumer. Parce que quand on parle de solutions consensuelles, ça veut dire que chacun a sa responsabilité. Mais si je n'ai pas été impliqué dans la définition des solutions, je ne peux pas prendre ma part de responsabilité entièrement. C'est pour ça que nous disons que les politiques, là, ils doivent sortir de l'hypocrisie. Mais Pulchéry, s'il vous plaît, à la vraie réconciliation. Pulchéry, on vous entend bien, hein, c'est un message qu'on entend bien. Mais nous, on a envie de dire aussi, il faut que cette société civile-là, qui est censée contrôler l'action des politiques, elle aussi, sorte de l'hypocrisie. Parce qu'elle-même ne parle pas d'une seule voix. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, il y a... C'est factuel, il y a des organisations de la société civile qui participent à ce dialogue-là. Avec qui vous échangez, mais qui n'ont pas sur la même longueur d'onde que vous. Absolument. Il y a une sorte d'hypocrisie également entre vous, organisation de la société civile. Mais c'est pour éviter cette hypocrisie qu'il faut que tout le monde y soit. Mais quand vous dites tout le monde, c'est tout le monde qui nous fait peur aujourd'hui. Parce que si demain, vous, Pulchéry Balé, on vous invite, on vous dit, tiens, par exemple, on a entendu l'intervention de Pulchéry Balé sur la FTV, et je pense que quelqu'un dirait, ceux qui décident, je ne sais pas qui c'est,
dirait Pulchéry Ballet peut participer désormais au dialogue politique. Sauf que Edith Broubleu, qui a son organisation associative, sera sur ce plateau-là après-demain pour nous dire « Moi, j'y suis pas, et donc je trouve que c'est de l'hypocrisie. » À cette allure-là, on aurait peut-être 25 millions d'Ivoiriens qui participent. Mais Brice, non, mais ce que vous oubliez, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a du cran. Il y a combien qui viendront se plaindre? Non, mais au-delà de ça... On essaie et puis on verra si d'autres viendront se plaindre. On va reconnaître que vous avez du cran, c'est bien. Mais ce que je veux quand même souligner, ils ont dit, vous-même, vous sur le plateau ici, vous nous avez dit que tout le monde ne peut pas y être. Oui, tout le monde ne peut pas y être. Oui. Mais à la lecture du contexte, on sait qui est sur le terrain, on sait qui travaille, on sait qui produit. Vous m'avez dit ça, on que ne peut pas se le cacher. Tout le monde ne peut pas y être. Oui. On voit votre Celui engagement. Qui veut se plaindre, il doit donner ses preuves. On voit votre engagement à y être. Oui. Et ça, on est entièrement dans le respect de cela. D'accord. Mais la question fondamentale que j'ai posée sur la réconciliation, vous ne m'avez pas répondu. Mais je vais donner enfin moi mon point de vue. Je n'ai pas répondu comme ça. Pour moi, vous ne m'avez pas donné la réponse. En fait, quand vous parlez de réconciliation nationale, dans votre entendement, on doit changer à la limite de modèle politique. Ce que je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Il y a un exemple. Il n'y a pas d'exemple de réconciliation nationale dans le monde. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire qu'on fait la politique. Je suis d'accord. Ouais. Mais l'essentiel, c'est qu'on fait la politique. À un certain moment, on gagne des élections, on les perd, on les conteste plus ou moins, après on continue, etc. Sauf que dans votre raisonnement, et c'est pour ça que je vais vous poser la question, c'est comme si, à un moment, on devait tous être d'accord avec celui qui a gagné ou être d'accord avec celui qui a perdu. Mais le jeu des élections, sauf qu'en ce moment, vous vous êtes plaint, pourquoi, par exemple, ils ont appelé un certain nombre qu'on appelle ça, d'associations, etc. Mais c'est là où je veux vous attirer votre attention. Geoffroy me dira, quand même, à un certain moment, ça relève quand même du pouvoir souverain de la puissance publique, de dire, bon, écoutez, nous, on a regardé, on pense que dans le cadre du dialogue, pour faire avancer le pays, on va travailler avec tel nombre d'organisations politiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans une république? On peut travailler avec un certain nombre d'associations. On peut l'entendre, mais nous, on a le droit de critiquer ce que le pouvoir public décide. Quand le pouvoir public décide d'écarter le COGEP, d'écarter les soroïstes, nous qui voulons de la paix, nous sommes en droit de dire que ce n'est pas juste. Ce n'est pas le pouvoir public qui a la science infuse, qui sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour nous. Le pouvoir public, là, il est à notre service. C'est nous qui les avons élus pour nous servir. Eux, ils l'oublient. Une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous doivent des comptes en principe. Voilà pourquoi nous avons le droit de critiquer ce qu'ils font, de critiquer leurs choix pour lesquels ils ne nous consultent pas. Mais quand vous dites « nous ne consultez pas », ils consultent une partie d'entre vous. Mais une partie d'entre nous, ce n'est pas nous. Mais vous n'êtes pas la partie de tout le monde. C'est là où peut-être Geoffroy doit me permettre de comprendre. Parce que quand même, la règle de la démocratie, c'est qu'une partie gouverne au détriment de l'autre. Oui, mais cette partie-là doit être légitime. On ne peut pas faire... Au nom de quoi, moi, on peut me faire représenter par quelqu'un que je n'ai pas délégué. À la limite, on dit à la société civile, réunissez-vous, apportez-nous des participants. Ça, c'est encore plus démocratique que de se lever dans son bureau là-bas et puis faire des choix en occultant des personnes qui participent. Non, mais où, par exemple, on dirait toute la société civile au Côte d'Ivoire peut participer à ce dialogue. Non, il y a un choix à faire, mais ce choix-là, il doit se faire. Nous sommes vraiment d'accord sur notre désaccord. Quand on parle de choix, par exemple, les critères, ce serait quoi? C'est eux qui vont vous donner les critères, nous on les comprend pas. Par exemple, vous, le premier critère que vous estimez, c'est le cran. C'est le cran. Oui, mais c'est pas le cran, ça peut pas être le cran. Le critère, c'est ceux qui contribuent effectivement à l'avancement de la vie politique et sociale. Très bien. Comme il a expliqué, on a les partis politiques classiques qu'on connaît. Oui. Là même encore, on en a oublié d'autres, ce qui n'est déjà pas normal. On a des intellectuels qui apportent à la société qu'on devrait associer. Parce que là, il s'agit d'une réflexion. Hein. Oui. Il ne s'agit pas d'autre chose. Donc, il faut envoyer les gens qui réfléchissent. Nous, là, on se plaint parce que tout le monde sait en Côte d'Ivoire, que vous nous aimiez ou pas, qu'on fait des propositions. Mais on ne fait pas que critiquer. Oui, à partir du moment où on fait des propositions, nous sommes en droit d'exiger qu'on prenne en compte nos propositions. Mais finalement, non, mais madame, donc, toutes ces organisations qui sont au dialogue là, que chacune vienne dire ce qu'elle a fait pour le pays et puis on va trier, on va voir. Et moi, justement, André et Pulchéry, s'il vous plaît, on va revenir sur le plateau. Ce que je veux dire, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, on va prendre au mot Pulchéry Ballet et Geoffroy, on va aller à la construction et aux solutions. Pour dire qu'en ce moment, vous n'êtes pas au dialogue politique, on est encore en train de revenir là-dessus, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui.
Il faut rencontrer les populations, il faut discuter des problèmes qu'on rencontre, qu'on vit avec ces populations. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a fini de dire on n'est plus dedans. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à quoi? Par rapport à cette question-là, vous n'êtes pas au dialogue politique, vous parlez des réconciliations nationales. On en parlait tout à l'heure, je vais faire du corps à corps avec les populations, tout simplement. Votre action. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais moi j'aimerais bien qu'elle termine. Il y a plusieurs niveaux terminés, madame. Il y a plusieurs niveaux. Ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement, qui tient tous les leviers, doit être celui-là même qui impulse la dynamique pour la réconciliation. Est-ce que ce n'est pas une question de moyens? En posant quels moyens? C'est des décisions. Pour aller, vous, sur le terrain, pour pouvoir rencontrer ces populations? Non, j'en arrive. J'ai dit pas là. qu'il y a plusieurs niveaux. Oui. Voilà, le premier niveau, c'est le gouvernement lui-même. Très bien. Qui doit montrer sa volonté politique en posant des actes forts. Par exemple, Moi, je un veux ministère de la réconciliation. Moi, je veux qu'il y ait la paix, Oui. je libère les prisonniers politiques. Ah, c'est de ça qui Je veux qu'il y ait la paix, j'organise un dialogue inclusif. Donc, quand j'organise le dialogue, j'invite tous ceux qui comptent. Quand je veux parce que je veux la paix, je fais en sorte que tous ceux qui sont vraiment, tous les problèmes qui perturbent la société soient résolus. Donc, quand je crée un ministère de la réconciliation, Oui. c'est pas pour faire de la figuration. On est d'accord. Le ministère de la Réconciliation en a ajouté et de la cohésion nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère de la Réconciliation doit avoir les moyens d'aller vers les populations pour régler tous les conflits qu'il y a sur le terrain, qu'ils soient communautaires ou pas. Nous, la société civile, on est censé appuyer l'action gouvernementale. Donc nous, on travaille à côté, on fait aussi, nous, notre corps à corps, mais il doit y avoir une harmonie dans tout ça. Bon, Mais c'est quand noté. le gouvernement Ce sont vos propositions. Ce sont vos propositions, mais vous n'êtes surtout pas seul sur le plateau. Geoffroy aussi est là. Sinon, on a l'impression, les téléspectateurs ont l'impression qu'on est en train de faire toute l'émission sur vous avec. Moi, je l'écoute avec beaucoup d'intérêt. Geoffroy est politologue. On va prendre également ses propositions. Tout ce qu'on a dit là. Comme je l'ai dit, Je vais revenir à vous. le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'élection du président de la République. Et moi, en tant qu'intellectuel, ce que je peux faire, c'est de produire des livres. Et vous avez vu, la dernière fois, vous m'avez reçu, merci. Mon dernier livre, c'est Violence électorale et apologie de l'impolitique. Faut-il désespérer de la Côte d'Ivoire? Donc, moi, j'ai fait des propositions concrètes. Il faut sortir du régime présidentiel. Parce que c'est le régime présidentiel qui fait du président de la République le vicaire de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Il a des pouvoirs extrêmement exorbitants. Quand vous prenez la Constitution, des articles 54 à 77, le président de la République n'est plus qu'un monarque. Voilà. C'est parce que nous avons eu la chance, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, d'avoir des hommes modérés à la tête de notre État. Sinon, le jour où on aura quelqu'un de fou, mais ce serait grave avec cette Constitution. Il peut tout faire. Il faut donc... oh non, je ne vais pas employer le terme, c'est un peu chose, mais il faut réduire les prérogatives, les compétences, les pouvoirs, les attributions du président de la République. Les confier à moitié au Parlement. C'est-à-dire sortir du régime présidentiel pour aller dans un régime parlementaire. On nous dit non, mais le régime parlementaire, c'est un régime instable et autres. Ce n'est pas évident. Mais il faut qu'il finisse. Il a fait cette proposition, mais c'est important quand même. Geoffroy, que je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il faut garantir que ce Parlement-là soit élu. Ben, je l'ai dit dans le cadre de Pulséric Ballet et aussi de Geoffroy. Vous voyez bien qu'au-delà de tout ce qu'on évoque, on est vraiment dans un changement de modèle politique. En réalité, tout cela dit ça, mais... Est-ce que tous les deux vous êtes d'accord avec l'analyse? Parce que finalement, c'est ça. Chéri? Si. D'accord. Vous êtes d'accord avec? Oui. Ok. Très bien. Le président a trop de pouvoir. Oui, il faut faire des réformes importantes. Et c'est dans ce sens-là. Lorsqu'on aura un régime parlementaire, l'élection du président de la République va disparaître. On n'aura plus d'élection du président de la République, mais on n'aura seulement que l'élection des sénateurs et des députés. Et le président de la République n'étant plus assez fort, le poste ne sera pas aussi convoité. Et la gestion sera donc collégiale. On peut par exemple s'inspirer de l'exemple suisse, où c'est un collège qui dirige la Suisse pendant un quinquennat. C'est-à-dire que chaque année, il y a un qui est président, ils sont 5 ou 6, et chaque année, c'est un qui est président, et c'est ainsi de suite. On peut aussi s'inspirer un peu de notre tradition. Regardez un peu. Quand vous voyez les peuples lagunaires, les Ojukru, les Achans et autres, la transmission du pouvoir se fait par classe d'âge. Autrement dit, la question générationnelle, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie des âges en sciences politiques.
Il faut aussi s'en inspirer. Non, mais sur ça, enfin, c'est un exemple que vous donnez, mais sur ça, quand même, on est dans un pays multiculturaliste. Ce sera vraiment pas évident. Mais une chose est sûre, l'idée, c'était de trouver un modèle, quand même, qui permettait à des nations comme les nôtres, qui étaient en construction, d'avoir justement un modèle autour duquel tout le monde pourrait se réunir. Mais une chose est sûre aujourd'hui, le bilan que vous faites les uns et les autres, c'est qu'on a d'énormes problèmes autour de cette élection présidentielle. On ne cessera jamais de le dire. Enfin, le débat est ouvert. Non, mais ce n'est pas seulement l'élection présidentielle. On a un énorme problème même au niveau de la gouvernance. Très bien. On est censé être en démocratie. Ouais. La séparation des pouvoirs devait être évidente, de même que la liberté d'expression. Et ce n'est pas le cas. Oui, vous pensez à nous avoir contredit alors que... Vous avez raison. Moi, je pense qu'on n'a pas contredit. Mais c'est le système présidentiel qui le favorise. C'est ça. La seule institution qui fonctionne en Côte d'Ivoire réellement et en Afrique en général, c'est le président de la République. C'est pourquoi vous voyez, on parle du temps des coups d'État et autres. Ah non, vraiment pas. La présidente de la République, aucune autre institution ne peut intervenir. Je vous donne des exemples. La Constitution dispose, dans ses dispositions pertinentes, que le président de la République, chaque année, doit intervenir devant le Congrès, c'est-à-dire le Parlement, et le Sénat et l'Assemblée nationale réunis. Ça n'a pas été fait. Mais qu'est-ce qu'on reste? Qui peut interpeller le président de la République? Personne. Mais nous, on l'a fait ici. La Constitution dispose... Il n'a pas nommé de vice-président, nous, on l'a interpellé. La Constitution dispose que le président de la République nomme, en accord avec le Parlement, un vice-président. Nous n'avons pas encore de vice-président. Qui peut interpeller le président de la République? Nous, ici, comment on l'a fait? Même la haute cour de justice qui est dans notre Constitution n'existe pas. Sur le cadre institutionnel, aucune institution ne peut interpeller le président de la République. Parce que notre Constitution est mal écrite, mal formulée, et dans sa contexture, au niveau même du préambule, que de cette disposition, la contexture est mal faite. Mais moi j'ai une question à poser. Et dans ce cas, on ne peut pas aboutir comment vous faites avec toutes ces idées pour pouvoir propager votre culture politique aux populations? Parce que finalement, on a le cœur 2 du minutes pour problème, ça. c'est le cœur aussi du parce sujet. qu'on aura beau discuter d'arrangements politiques, d'élections. Et on termine là-dessus. Comment vous propagez vos idées aux populations? Geoffroy, et on termine là, je vous donne la parole. C'est ce qu'on dit depuis. Voici pourquoi je suis en désaccord profond avec Pulchéry Ballet, on dit là-dessus. Parce que vous avez aujourd'hui le pouvoir de parler directement à nos populations. Mais vous voulez aller dans les cercles du pouvoir. Pourquoi vous ne parlez pas directement aux populations? C'est vraiment ça la question. Bon, c'est bien compris, Pulchéry, allez-y. On va terminer l'émission, mais vraiment en 2 minutes. Le dialogue politique, là, il est ponctuel. Ça ne peut pas rythmer nos activités. C'est pour ça que on s'est prononcé dessus parce que ça existe. Sinon, on parle aux populations comme on peut. On n'a pas les moyens de nous déployer sur le terrain. J'ai parlé des moyens tout à l'heure. On essaie de le faire. Heureusement, il y a les réseaux sociaux. Donc, on essaie quand même de communiquer comme nous pouvons. Mais en même temps, on voudrait encourager aussi les gens à se remettre à la lecture. Parce que tout ce qu'il est en train de dire là, c'est dans ses livres. Si les gens ne lisent pas, comment ils peuvent s'instruire? Comment ils peuvent concevoir de nouveaux modèles qui puissent réellement favoriser le changement que nous voulions? Donc nous, on a cette intention. On va déjà commencer le 12 février, comme j'ai dit à Niama. On va aller sur le terrain, on ira là où on peut aller. Mais en même temps, tous les mardis, j'anime un direct où je m'exprime comme je peux aussi. C'est très bien. Voilà. Direct qu'on va suivre, hein, c'est sûr. Pulchéry Ballet, merci d'avoir été en notre compagnie ce soir. C'est moi qui vous C'est toujours très intéressant, très intense. Ah, c'est déjà fini? Oui. Ça passe très vite. Oh là là. Ça passe très vite. Mais rassurez-vous, on aura d'autres occasions de vous avoir sur ce plateau. Vous savez, c'est votre maison. Merci Geoffroy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. André et Edith, merci. Merci en même temps à toutes nos équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Le débat se poursuit sur Live TV. À demain. Bonsoir chers amis turfistes et bienvenue pour cette